Alors j'ai deux questions, une pour Nicolas, une pour Anne-Claire. Est-ce que tu as des informations sur la mise en observation des avis techniques par l'AQC sur l'intégré bâti à partir du 1er janvier 2018, puisque ça remettrait sérieusement en cause ce type d'installation qui ne rentrerait plus dans les décennales des installateurs, d'une part. Et pour Anne-Claire, sur l'autoconsommation totale, comment est-ce qu'on apporte la garantie qu'on n'injecte rien du tout au réseau? Comment ça se passe si jamais on injecte quelque chose alors qu'on n'est pas censé le faire? Merci. Pour la mise en observation, oui, j'ai des informations. Pour resituer le truc, les installateurs, n'importe quoi, les assureurs commencent déjà même beaucoup à payer pour des sinistres sériels. Vous êtes dans sinistre sériel, il y a un problème problème lié à du matériel. Les installateurs installent, ils n'étaient pas au courant, et quand ça commence à prendre feu, c'est toute la série qui prend feu. Je schématise, c'est un peu ça. L'information, c'est que, du coup, il y a les assureurs avec les acteurs du bâtiment, surtout les assureurs, qui se sont dit, on va jeter une vigilance, on va être vigilant sur ce qui va être les avis techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, intégrés au bâti. Donc ils se sont dit ça en janvier dernier, mais ils se sont dit on ne va pas être vigilant tout de suite, on va être vigilant à partir du 1er janvier 2018. Et c'est ce qui s'appelle donc une mise en observation. Pour mettre en observation, il faut d'abord, donc ces avis techniques, ils sont décomposés par famille. Il y a les avis techniques qui sont sur, par exemple, toiture terrasse, les avis techniques intégrés, etc. Donc là, cette mise en observation va viser que l'intégré. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, un fabricant qui se dit « Ouh là là, moi je fais de l'intégré, mon avis technique, il est visé ». Ce qu'il peut faire, c'est que dès maintenant, il peut aller voir cet ensemble d'acteurs qui s'appelle la C2P pour déjà anticiper sa mise en observation, pour essayer d'en sortir par anticipation. Et je pense qu'il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait. Après, il faut aussi se rappeler que ce n'est pas forcément parce qu'il y a une mise en observation que tous les assureurs vont avoir la même pratique. Quasiment tous, mais il y a aussi différents types de souscriptions. Il y aura forcément plus de vigilance, tout le rappel, attention, qualification, avis technique. Les fabricants, oui, c'est possible. Alors, je sais qu'il y en a qui vont justement présenter leurs produits à nouveau devant la C2P. Ça va être en octobre, non, novembre, enfin bon, bref, bientôt. Et c'est possible. Après, je n'ai pas forcément les noms, parce qu'après, bon, c'est... voilà. Alors, il n'y a pas forcément de lien, en fait. C'est que... En fait, le problème, c'est que j'étais là lors de cette réunion, et après, si je commence à dire comment c'est passé, en gros, à la fin, je vais la faire parce que j'adore le faire, c'est qu'à la fin, les gens, on a discuté pendant 1h30 sur, voilà, intégro bâti, tu as des sinistres, oui, mais bon, c'est pas forcément lié à intégro bâti, qu'est-ce qu'on fait, etc. On se regarde un peu, puis à la fin, on se dit, mais au fait, on fait quoi pour la mise en observation? Bon, on verra en janvier 2018. Et puis après, on voit un communiqué en disant « Attention, mise en observation anticipée en janvier 2018 ». Je caricature un peu. L'intérêt, c'est que ça a quand même... Ça permet au moins à la filière de se regarder, se dire « Ouais, bon, alors, peut-être on voudrait faire attention quand même à ce qui est posé, etc. » Où là, vraiment, on travaille sur le sujet, il y a justement des rapprochements entre acteurs de la filière. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça a permis vraiment des échanges, et ça a permis aussi une évolution du cahier des charges de la vie technique, où vraiment maintenant la partie électricité est prise en compte dedans. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu ce coup de pied dans la fourmilière, peut-être que ça n'aurait pas bougé. Donc il y a vraiment du positif, et il y a en effet quand même une vigilance à avoir, je vous l'ai dit, sur la qualité de ce qui est posé, sur les compétences des personnes, sur la qualité des produits, et sur l'encadrement aussi de l'autoconsommation totale, où là justement on sera hors tout ce cadre qui vous a été présenté, où là on a des risques pour les clients, surtout particuliers. Puisqu'en fait, c'est la date de chantier qui fait foi, il me semble, pour les ATEC. Et du coup, tous ceux qui développent des projets en ce moment, ils risquent de se retrouver avec des installations en chantier en début d'année qui ne seront peut-être pas assurables ou assurées. D'où l'importance de se rapprocher du fabricant. Moi, je ne sais pas les démarches des fabricants, l'importance de se rapprocher du fabricant et peut-être de commencer à penser sur imposition, au lieu de penser intégré.
Et aussi, peut-être pour compléter, il y a eu effectivement certains sinistres, mais en général, il a toujours été prouvé que c'est parce la vie technique n'était pas utilisée dans son domaine d'emploi. Donc il y a aussi le retour que si l'installateur, lui, peut aussi aller voir son assureur et montrer qu'il respecte le domaine d'emploi, ça peut aussi jouer plus positivement au niveau du dossier, forcément. Mais voilà, rappeler aussi que c'est cette importance du domaine d'emploi, en fait, à respecter. Et pour répondre à la question sur l'autoconsommation, alors en fait, il n'y a pas d'obligation de mettre un moyen, en fait, parce que quelque part, vous pourriez ne pas mettre de dispositif de limitation d'injection parce que vous allez tout consommer sur place. Hein. Donc c'est à vous de vous engager en fait à ne rien injecter. Donc soit ça passe tout seul parce que vous allez tout consommer sur place, soit effectivement vous mettez votre fameux dispositif qui va limiter l'injection. Enedis en fait a spécifié bien cahier des charges pour dire si nous on voit sur notre réseau, donc je pense que ça se fera par les compteurs Linky, alors je ne me rappelle plus de tête, mais tant de puissance sur telle plage, il y a un critère, là on estimera que vous avez injecté sur le réseau, et du coup à ce moment-là on vous demandera en fait de vous régulariser et de passer en injection du surplus. Voilà, il ne parle pas de pénalité financière là-dessus. Mais vraiment, c'est une question de si on voit que vous injectez, dans ce cas-là, il faut vous régulariser contractuellement. Vous allez un statut d'injection, ou alors nous prouver pour le coup là que vous allez plus le faire, ou alors mettre en moyen les dispositifs pour plus le faire. Bon, c'est pas très clair, au sens où on n'a pas de décrit très précis, mais c'est dans la démarche, c'est l'idée quand même. Bonjour, Christophe Paris, Terrelac. J'ai une question très, très zoomée, mais j'aimerais bien connaître l'avis de la salle sur cette présentation qui est excellente. Et merci Espul de tout ce que vous nous apportez, parce que même en tant que contractant général, on a besoin de tous s'aider parce que c'est quand même compliqué au jour le jour. Et autant dire que les demandes de raccordement aujourd'hui se sont quand même grandement complexifiées, ce qui est un petit peu l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. Mais enfin bon, on va passer là-dessus. Donc j'aimerais bien avoir l'avis sur la salle de la complexité de ce que vous avez un peu présenté. Ma question était plus technique. Quand on lit l'article, les 18 mois, on lit avant ou après. Moi, j'ai Enedis qui nous a clairement dit, dans le 26, non, il n'y a plus la règle des 18 mois. Donc la règle des 18 mois, c'est-à-dire qu'il faut prendre 18 mois pour faire un autre projet sur la même toiture, donc du même propriétaire, comme ça a bien été expliqué. Vous avez des précisions là-dessus? Parce que tout à l'heure, vous en avez parlé, mais vous n'avez pas été plus loin. Si, pour moi, il y a encore les 18 mois, ils sont écrits, avant ou après. Oui, mais le avant ou après est assez... Les 18 mois, pour dire la définition, c'est que vous allez faire une demande de raccordement en fait, de votre installation P, et on regarde si avant cette date-là, dans les 18 mois précédents et dans les 18 mois suivants, il va y avoir une installation Q qui a fait une demande de raccordement. Pour moi, la règle, elle n'a pas changé là-dessus. D'accord. Ok, merci. Bonjour. Je vais vous apporter un éclairage très différent de ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez les onduleurs qui alimentent des centres de calcul et qui protègent un centre de calcul? Un onduleur un peu professionnel a deux réseaux d'entrée. Le réseau principal, qui en principe est connecté au réseau EDF, et puis un réseau secours. Et cet onduleur, il a son autonomie avec des batteries qui permettent d'assurer le fonctionnement de l'installation qui est après cet onduleur. Je vous propose dans votre réflexion de réfléchir à la chose suivante. Vous retournez l'utilisation de l'onduleur dans l'autre sens. Vous êtes producteur d'électricité sur votre onduleur, qui a des batteries qui sont chargées par les panneaux photovoltaïques. Et quand vous en avez envie, vous consommez ou pas de l'énergie sur le réseau d'Enedis ou de RDF ou de fournisseurs que vous voulez. Comme ça, vous affranchissez de toutes les réglementations dont on nous a inondés depuis ce matin. Vous consommez en regardant les propositions tarifaires qu'on vous fait, et votre installation solaire, elle est totalement autonome, et vous vous débrouillez comme des grands. Je fais depuis 6 ans une expérimentation avec des batteries lithium fer phosphate 4, une invention française, dénigrée par la France, donnée au Canada, qui l'a redonnée aux Chinois. Les Chinois actuellement utilisent ces batteries, qui ont un avantage, c'est de ne pas être dangereuses. La seule chose que vous pouvez faire, c'est les détruire si vous ne les surveillez pas correctement, mais vous détruisez, vous perdez votre investissement, mais elles ne brûlent pas. Donc depuis 6 ans, je cycle ces batteries en permanence pour voir si c'était durable. Elles n'ont pas perdu 1% de leur capacité de charge. Pas 1%. Je ne peux même pas arriver à mesurer la perte. Parce que les batteries utilisées dans un cadre de consommation, je dirais de petites entreprises ou de particuliers, les intensités sont assez faibles. Donc les batteries ne vieillissent pas, comme dans une automobile, en fait.
Et donc, l'avantage avec ça, c'est que donc, vous devenez autonome. Vous ne risquez pas, pour répondre à la dame, de réinjecter de l'énergie dans le réseau, puisqu'en fait, il n'y a pas de lien physique. Vous avez 2 sources d'alimentation sur votre onduleur. Donc, vous ne pouvez pas réinjecter dans le réseau. Si vos batteries sont vides, eh ben, vous prenez un peu d'électricité sur le réseau. Si vos batteries ont de l'énergie, eh ben, vous utilisez votre solaire. Si vous êtes dans des périodes tarifaires où il est plus intéressant de prendre de l'énergie sur le réseau parce que vous avez un tarif EJP, par exemple, eh ben, vous remplissez vos batteries hors heure de pointe et vous coupez votre alimentation au réseau EDF pendant les heures de pointe. Moi, c'est ce que je fais depuis 6 ans. Je consomme un EJP, aucune heure de pointe. Ah ben, à ce moment, les panneaux solaires, automatiquement, le MPPT arrête de charger parce que vous protégez vos batteries. Alors après, c'est la question des capacités de batterie que vous aurez mis pour le faire. Mais il y a, disons, 2 visions. Vous avez la vision journalière, de dire je veux faire un équilibrage jour-nuit parce que j'ai un tarif intéressant pour acheter à EDF de l'énergie en heure creuse. Et à ce moment, à vous de précalculer avec un petit calculateur, est-ce qu'il vaut mieux que je charge mes batteries aujourd'hui au solaire ou sur l'heure creuse? Parce qu'il ne va pas y avoir de soleil, par exemple. Donc je commence un peu à étudier des algorithmes dans ce sens-là. Donc il faut faire un peu de la prévision météo pour ça, pour décider de charger ou pas ces batteries, pour laisser de la place pour le solaire. Mais je vous garantis que ça marche très bien. Et donc j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'aide régionale sur étudier un schéma de ce type-là. Je suis prêt à collaborer pour avancer sur ce point-là. Il y a un grand spécialiste international qui s'appelle Monks, qui lance un projet de batterie murale, de wallbox, comme il l'appelle, dans des pays étrangers. Je ne comprends pas pourquoi il y a une réticence en France à parler de ce sujet qui semble être un tabou, quelque chose d'incroyable. Vous tenez... Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je suis particulier. J'ai une installation qui est bien trop grosse par rapport à ce que je consomme. La seule chose que j'ai entendue en point négatif, vous dites « je ne crois pas à ce marché ». J'aimerais arriver à comprendre où est la vérité, où est le compromis, où est je ne sais pas quoi. En fait, j'y crois pas. J'espère en fait que s'il y a un marché, ça fera du boulot et c'est très bien. J'y crois pas parce que je vous ai parlé des assureurs et je pense que ça va être compliqué d'assurer une maison si on dit on a des batteries que vous voulez installer, elles sont où vos batteries, etc. J'y crois pas forcément dans ce sens. J'espère qu'il y aura un marché. Enfin voilà, j'espère qu'il y aura plein de possibilités, des exemples comme ça. J'espère que ça va se multiplier. Mais quand je vois comment s'orientent les choses, je pense qu'il y aura d'autres solutions. Et je parle par exemple du véhicule électrique qui vont venir remplacer ce marché en quelque sorte. Je pense qu'à un moment ou un autre, quand même, le problème va être beaucoup plus présent. Alors, peut-être... Et on risque de prendre du retard. En fait, cette idée-là, le fait que j'y crois pas, donc vous parlez sûrement de la Gigafactory de Tesla. Et j'étais juste en fait au colloque autoconsommation hier et j'ai vu une intervention d'André Joffre qui disait ok les gars, autoconsommation, il regardait les 10, il dit bon vous êtes has-been. L'avenir, c'est le digital. André Joffre, l'année dernière, il présentait la possibilité de recharger son véhicule par de la production chez soi. Je suis en vacances, je charge mon véhicule, j'utilise ma production chez moi. Après, je ne l'utilise pas physiquement, mais j'utilise grâce à un principe digital où je sais ce qui est produit à un endroit et je l'utilise à un autre endroit. Et là, il disait, finalement, il parlait de stockage dans le cloud. Et je me dis, avec cette vision, cette digitalisation de l'énergie qui va très très vite, parce que là il parlait du principe là, de recharge de véhicules électriques pendant les vacances, il en parlait l'année dernière, il y a quand même énormément de choses qui ont évolué entre-temps. Je pense vraiment que cette notion de digitalisation de l'énergie, où on aura de la production à un endroit, où on aura vraiment moyen de savoir ce qu'on a produit, et après que finalement la partie réseau, ça va être plus du calcul d'équilibrage que de l'équilibrage physique. C'est quelque chose que je pressens, je ne peux pas forcément l'expliquer, je ne peux pas vous donner des chiffres, etc. Mais je pense que c'est peut-être malheureusement un marché vraiment qui va être éclipsé. Et je m'appuie aussi pour ça, comme je vous le dis, sur le pressenti, où déjà quand on parle juste autoconsommation sans stockage, un assureur il se dit oui mais après comment je vais faire s'il n'y a pas de production, etc. Il y a on a un modèle économique français qui est, avec l'histoire de décennale, etc., qui est assez... qui est peut-être assez compliqué par rapport à ces innovations. On adorerait que ça soit plus simple, etc. Alors moi, je voulais juste peut-être faire un mot quand même sur la question du stockage. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, et c'est déjà existant, c'est que le réseau est la meilleure des batteries. L'enjeu, il est aussi de ne pas... il avait été évoqué, si les batteries sont pleines, on arrête la production. Pour nous, l'enjeu, c'est qu'on atteigne nos objectifs de développement photovoltaïque. Et ce n'est pas que les objectifs de puissance. L'enjeu, c'est de la production.
Le but du jeu, c'est qu'on a des panneaux, qu'on les exploite au mieux en termes de production. Donc pour nous, l'enjeu vraiment, il est là, c'est ne pas se limiter finalement à l'usage résidentiel de sa propre production. Si on peut l'injecter sur le réseau, tant mieux. Quelque part, ça va avec d'autres, ça va reverdir l'électricité sur le réseau. Enfin voilà, on a vraiment cette démarche réseau avec cette réflexion sur le stockage, oui, mais sans doute pas à l'échelle individuelle, mais peut-être plus à une échelle de quartier. Voilà, c'est encore des choses qui restent à définir. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire d'expérimentation, que les retours d'expérience ne sont pas bons, mais pour nous, il est là le vrai enjeu du stockage. On a une question au fond de la salle. Oui. Je reviens par rapport à la question sur les 18 mois sur la puissance P plus Q. Au niveau tarifaire, il y a des seuils, notamment le 9 kg. J'ai une installation qui a 20 mois, donc plus de 18 mois. Je refais une installation 9 kg. Quel est mon tarif ? Bah, du coup, la première. Alors, vous avez dit qu'il y a 20 mois, donc dont la demande de raccordement avait lieu il y a 20 mois. Voilà, il y a plus de 18 mois. Voilà, plus de 18 mois. Donc, du coup, vous n'êtes pas impacté par cette puissance-là. Donc, votre tarif, il correspond à la puissance de 9 kg. Voilà. D'accord. Par contre, si jamais vous refaites une autre installation 10 mois après, là, ça va changer le tarif au cours de la vie du contrat. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas, bonsoir Anne-Claire. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous remercie de toutes ces explications. Enfin, 10 ans après, on va dire, l'autoconsommation arrive. Je ne vais pas revenir sur tous les freins qu'il y a toujours. On l'a déjà évoqué. Simplement, en question d'avenir, est-ce que le net metering, clairement, est en projet ou pas? Puisque c'est ça qui va être clairement vraiment un levier pour nous en tant qu'installateur en termes de réalisation de chantier, je pense, à l'avenir. Je ne pense pas. Ce n'est pas trop la direction prise en France, notamment lorsqu'on voit en autoconsommation collective qu'il y a un pas de temps de 30 minutes. On n'est vraiment pas sur ces logiques-là de net metering. Le principe du net metering, c'est que du coup, on n'est pas forcément en instantané, parce qu'aujourd'hui, l'autoconsommation, c'est instantané, mais une logique de dire j'ai consommé tant la journée, j'ai produit tant, donc ça y est, je peux m'affecter tant de ma production. Voilà, je ne pense pas qu'on en soit là. Aujourd'hui, au contraire, ils sont quand même plutôt à vraiment faire des pas de temps de 30 minutes, avoir un suivi le plus instantané possible. Je parle de ça puisque par rapport à l'expérience que j'ai dans les différents pays en voie de développement, on va parler de Mexique, Amérique latine, où le net metering, c'est ce qui se met en place maintenant depuis 3-4 ans, et où le boom du solaire aujourd'hui est complètement... On atteint des chiffres à plus de 100% de développement de marché. Concrètement, qu'est-ce qui freine en fait aujourd'hui au net metering pour que ça se mette en place sur le marché? Alors c'est une question principalement, je pense, d'utilisation du réseau, parce que vous ne l'utilisez pas à toutes les plages et que du coup vous n'aurez pas aussi, il n'y aura pas un reflet de votre utilisation quelque part et vous n'allez pas forcément payer. C'est un peu cette question-là globalement. Je pense que c'est une question de taxe aussi derrière. Voilà, c'est tous les enjeux autour de l'autoconsommation aujourd'hui qui sont ciblés sur l'autoconsommation collective. C'est un petit peu ça derrière. Enfin, ça révèle un peu toutes ces problématiques. Après, de comptabilisation, de répartition des flux, je pense qu'il y a tout un enjeu aussi là-dessus. Bonjour, merci pour votre présentation. Olivier Rigouin, je travaille à la ville de Lyon et on a des projets en autoconsommation là, qui sont en cours d'étude chez nous. Donc 3 projets sur 3 sites différents de 100 kW crête chacun. Donc ma question elle était plutôt orientée à avis technique parce que c'est des toitures terrasses qu'on a visées pour les questions structure. Et il se trouve que voilà, dessous on a souvent des bacs acier et les avis techniques sont assez peu développés, me semble-t-il, sur ce type de bâtiment. Et du coup, là, mon interrogation elle était par rapport aux observations dont vous parliez, quel est le délai pour que moi j'évalue le risque un petit peu sur ces avis techniques, parce que si jamais on part dessus, qu'on se retrouve dans un an à avoir des avis techniques inexistants, par exemple, puisqu'on a des bureaux de contrôle qui aussi, me semble-t-il, sont assez frileux, même si on essaye de leur faire adopter des enquêtes techniques nouvelles, des procédés apparemment de substitution. Je ne suis pas encore hyper expert dans le domaine, mais voilà, on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de solutions. On a des remises en cause de ce que vous évoquiez. Voilà, quels sont les délais? Est-ce que ça se développe en parallèle pour avoir une petite vision sur le sujet? Alors, les délais, vous parlez des délais par rapport à la sortie de nouveaux avis techniques ou de sortie de la mise en observation? Déjà, est-ce que j'essaie d'évaluer le risque de remise en cause potentiellement des avis techniques existants? Et est-ce qu'il y a des développements en cours d'étude, par exemple, sur ce type de toiture dont je parlais? D'accord. Alors, pour les existants, ceux qui sont visés par les avis techniques, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, il doit y en avoir 14 ou 16 actuellement. Il y en a apparemment, je peux pas m'engager parce que j'ai pas ça n'a pas encore été validé d'ailleurs au niveau de la C2P. Apparemment, il y en a 7 qui seraient visés par la mise en observation. Donc là, après, déjà, à voir si
les procédés que vous utilisez sont visés. Ensuite, les travaux qui sont faits, c'est vraiment une tentative, je vous parlais de rapprochement entre acteurs de la filière, de démocratisation de la vie technique, où vraiment l'objectif, c'est que de plus en plus de fabricants qui y aillent. Pour l'instant, ils n'y vont pas, parce qu'en effet, ça coûte cher, c'est compliqué, etc. Le marché sur imposition, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Donc, en même temps, avec la hausse sur imposition et cette ouverture de la vie technique, où là, on est en train de mettre en place des choses au niveau test, etc., création de familles de produits. L'idée, c'est vraiment de... Alors, l'ETN, donc enquête de techniques nouvelles, pour amorcer la pompe, pour commencer à faire les projets. Il y aura des assureurs qui seront derrière. Il y a possibilité, il y a des choses, comme dit, il faut voir après les assureurs qui acceptent d'y aller, il y en aura. La nature horreur du vide, c'est pas parce qu'il y a un ou deux assureurs qui vont pas assurer telle technique, il y en a d'autres qui vont pas y aller, qui vont pas oser, en quelque sorte, en se basant sur les garanties dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc voilà, donc en termes de délai, pour que les nouveaux avis techniques sortent, pour l'instant, c'est vrai que les fabricants ils vont timidement. D'ici 1 an, 2 ans, ça s'accélérera peut-être, mais bon, après, il faut voir aussi les délais, donc peut-être, c'est ça, 2 ans. Après, pour la partie mise en observation, sortie de mise en observation, ça dépend des démarches qui sont effectuées. Donc là aussi, ma recommandation, c'est de vraiment rencontrer les fabricants et de leur demander clairement où vous en êtes, c'est quoi les évolutions, quoi. Voilà, là, on n'est que sur l'IAB, donc après, c'est vrai, sur la toiture terrasse, c'est autre chose encore. Parce que là, en fait, on se retrouve dans la situation où on a la possibilité, effectivement, de surimposer. Donc, ça élargirait idéalement le nombre de systèmes, sauf que très concrètement, au niveau de faisabilité structure, ça passe pas du tout au niveau charge structurelle, quoi. Donc, on écarte complètement tout ce qui est bac acier avec des graviers pour les lester, par exemple, parce que au niveau bac acier, ça passe pas du tout, quoi. Donc, on est, entre guillemets, obligé d'en rester à l'intégrer sur l'étanchéité, et du coup, voilà, on se retrouve très contraint au niveau des systèmes, quoi. Sur toiture terrasse. Donc après avoir justement sur bac acier de mémoire, alors c'est peut-être aussi du intégré simplifié, il faut voir aussi la différence. Là, je vous dis, rien n'est encore décidé, ça dépend aussi nous de l'action qu'on va pouvoir avoir, parce qu'il y a encore une réunion où ils vont se décider finalement, on y va, on n'y va pas. Les choses sont pas encore claires, malheureusement. Et malheureusement, on devra arbitrer avant tout ça, donc on verra. Oui, mais comme je vous dis, vraiment se rapprocher du fabricant, parce que c'est lui qui a les informations et c'est lui qui saura qui sera informé. Alors, sachant que les décisions de mémoire, il y a une réunion C2P 26 septembre, où là, il y aura le sujet, ça sera, je pense, abordé. Il y en a une autre le 14 novembre, où là, il y aura une validation vraiment définitive de la mise en observation. Où il y aura une concertation, c'est assez compliqué, hein, c'est des Parisiens, c'est le temps qu'ils signent les papiers, etc., qui sera après acté à nouveau, je me permets parce que je suis parisien, qui sera acté à la C2P de décembre, pour une application en janvier. J'ai envie de dire, dépêchez-vous de faire le projet, quoi. C'est en cours. Hein. Ok. Et une question pour madame. Pour les changements de contrat, en cas de vente du bien, puisque changement de propriétaire, changement d'usage de l'installation, et donc il n'y a pas forcément continuité sur la vente de surplus ou la consommation. Donc les contrats de longue durée que vous évoquiez, comment sont-ils modifiables automatiquement de droit en cas de vente du bien ? Alors, en cas de vente du bien, on a le droit de céder, de manière générale, on a le droit de céder son installation, donc changer le propriétaire de l'installation, donc changer le statut du producteur. Après, la vente du... Tout à fait. Mais du coup, on peut le faire, il n'y a pas de souci, c'est bien prévu. EDF, vous avez tous les formulaires qui sont dédiés, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous changez entre vente en totalité et vente en surplus, même si c'est pour une question parce que vous changez de propriétaire de la villa, par contre, là, ça va requalifier le contrat. Alors après, qui paye quoi? C'est vrai que c'est une bonne question si vous avez changé de producteur, mais voilà, la cession reste possible. Vous avez le droit aussi de céder et de changer d'acheteur obligé, donc de passer d'EDF à un autre acheteur obligé. C'est possible aussi si l'autre acheteur vous accepte, parce que ça lui fait des frais de gestion en fait, qui ne sont pas forcément toujours intéressants. Donc ça, c'est possible aussi. Donc les points possibles de modification sont à ce ordre-là. Après, tout le reste est plutôt quand même vissé. Aujourd'hui, même l'arrêté tarifaire précise qu'on n'a pas le droit de modifier la puissance
uniquement à la baisse, ce qui pose problème en termes d'exploitation, parce que pour certains, vous avez dû expérimenter en exploitation, quand il y a un panneau qui défaille ou faut le changer, on n'arrive pas forcément à trouver le même panneau qui a exactement la même gamme de puissance. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez, moi j'ai une réponse très claire à la DGEC qui me dit ah non, dans ce cas-là, il ne faut pas qu'ils mettent le panneau de remplacement. Vous n'avez pas le droit de, même un chouïa, on va dire, de watt crête, ça ne marchera pas. Bon, voilà. C'est un peu contraignant. En exploitation, je pense qu'il va falloir aussi qu'on arrive à leur expliquer les contraintes d'exploitation qui sont des contraintes classiques, même pour une exploitation normale. Reste-t-il des questions dans la salle parmi... Je voulais revenir aussi sur la notion de distance des 100 mètres évoquée au début. J'ai un cas concret d'un client qui a déjà un 9 kW en revente totale et qui voudrait rajouter 3 kW en autoconsommation et vente de surplus. Est-ce que c'est possible sur le même toit, évidemment? Est-ce que c'est faisable? L'installation, la première, elle date de quand? Elle date d'il y a 7-8 ans, oui. Donc elle est hors champ, donc oui, c'est possible. D'accord, c'est le fait d'avoir dépassé les 18 mois. Oui. Ok. Alors ça, pourquoi cette règle de 18 mois? Pourquoi cette règle de P plus Q? En gros, c'est pour éviter ce qu'ils appellent le saucissonnage, c'est-à-dire que les personnes fassent 2 fois 3 kilos. Du coup, elles vont avoir un effet d'échelle dans leur investissement et en même temps, elles bénéficient d'un tarif d'achat plus intéressant. Donc, quelque part, comme la personne elle a fait ça il y a 8 ans, elle n'a pas saucissonné exprès parce que là, maintenant, elle a une autre initiative et c'est bon pour ça. Et j'avais une dernière question par rapport à la vente de surplus. Donc, il y a un échange qui est fait du compteur de consommation du client par un Linky. Et est-ce que ça change l'abonnement, enfin la location du compteur, pardon? Alors non, le changement déjà n'est pas facturé au producteur vu que de toute façon le consommateur allait avoir un changement à un moment donné. Donc pas de facturation et au niveau du TURP, ce sont les mêmes tarifs quel que soit le compteur. Si, il y a quand même un coût de 48,78 € de frais de raccordement. Pour la mise en service. Ah, c'est la mise en service. C'est la mise en service. Okay. Il peut y avoir des frais pour ceux qui sont en branchement aérien. Aujourd'hui, il y a encore des frais de coffret de coupure de 400 € qui ne sont pas justifiés. Donc Enedis va bientôt les enlever s'il a l'acceptation de la CRI. Voilà. On a peut-être encore gagné un combat il y a quelques années déjà. On essaie de le mener. Ok, donc je crois qu'il reste plus grand monde dans la salle. Il est temps d'aller au cocktail. Il reste quand même quelques derniers motivés. J'avais une dernière question, moi, Anne-Claire. C'est vrai que ça a l'air. Tu as dit qu'il y avait des aides à la décision pour ceux qui s'interrogeaient sur le fait de faire de l'autoconsommation ou pas, ou autre chose. Pour les particuliers, est-ce qu'on pourrait imaginer une aide à la décision, un simulateur en ligne qui permettrait aux particuliers de faire ce choix? Alors, il existe déjà des outils d'estimation d'autoconsommation. Je crois d'ailleurs que le GMPV en avait fait un, mais peut-être pas en ligne, mais sans doute accessible à ses adhérents. Nous, ce qu'on a prévu, c'est pas forcément de calculer son autoconsommation, parce que on n'est pas parti là-dessus pour l'instant, mais c'est effectivement un outil en ligne pour aider à comparer ce que j'ai montré tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut gagner en vente en totalité, en vente en surplus, et vous aider aussi à avoir les bonnes aides à la décision. Voilà. Donc ça, c'est un tableur qu'on a conçu avec l'objectif de le mettre en ligne et qu'il soit accessible à tous. Voilà, ça va nous prendre un peu de temps de développement informatique, donc on risque de faire appel peut-être aussi à votre aide financière pour le mettre en place ou à des partenariats. Qui calcule du coup pour calculer l'autoconsommation? Donc là, c'est du calcul technique de quelle capacité financier aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir accès à la présentation? Alors ça veut dire que je conclus, parce que la réponse est oui. La réponse est oui. Merci beaucoup aux intervenants. Vous retrouvez tous ces slides, même si, comme le disait Anne-Claire, attention, il y a un paquet de données qui seront obsolètes d'ici 24 heures. Et vous retrouverez ces slides d'ici 15 jours. Donc, mais bon, vous aurez les slides et les commentaires sonorisés disponibles sur le site ecoconstruction-rhône.fr. Vous avez les coordonnées des SPUL. Si vous êtes installateur ou professionnel, vous avez les coordonnées du GMPV. Merci à nos partenaires de ce soir, donc les exposants qui sont là encore autour du cocktail. On vous retrouve pour une prochaine édition, pour ceux que cela intéresse. Au mois de novembre, on change d'énergie. On parlera normalement du bois et du plan oxygène de la métropole de Lyon. C'est en cours de
de confirmation. On vous préviendra de toute façon puisque vous êtes sur nos listes, je crois, d'invités. Bonne soirée à vous et à bientôt.